Ça y est, ça commence, on est en direct. Bonjour à tous. Attention, Mia. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver un petit peu de temps, de cet espace pour se rencontrer et parler de nos émotions. Parler de nos émotions et puis voilà cette thématique sur notre rôle de parent. Voilà. Alors en attendant que vous arriviez, peut-être que je vais commencer à parler de ce thème. Alors, bonjour Julie, voilà. Bonjour. Coucou. Alors il faut que j'appuie sur le bouton, hein. Voilà, coucou, je réponds, c'est plus sympa, hein. Si vous voulez intervenir, avec plaisir, hein. C'est chouette, comme ça on peut échanger, il n'y a pas de souci. Alors en attendant que tout le monde arrive un peu, bonjour. J'avais envie de vous lire, en fait j'ai écrit un bouquin sur les enfants et les fleurs de bac, donc là bien sûr le sujet c'est les parents, mais les enfants sont concernés. Et en attendant que tout le monde arrive, du coup je me dis que ça peut être aussi une intro. Ceux qui ont envie d'intervenir, poser des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Ceux qui ont envie même carrément de lancer l'invitation et que je puisse faire l'intervention avec un hôte, on va dire, hein, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait disposée à ouvrir cet espace aux personnes qui ont envie de... Oui, tu as le livre, bah ça c'est chouette. Je tutoie, hein, Nathalie, c'est pas grave. Oui, ceux qui ont envie de venir et de participer. Oui, c'est un espace d'échange aussi autour des émotions. Alors bien sûr, j'ai mon expertise sur les fleurs de bac, mais je trouve que c'est bien aussi de pouvoir interagir ensemble et de voir si on a des choses à dire sur le sujet. J'avais envie de vous lire un extrait de ce livre que j'ai écrit, et donc il y a un chapitre qui est dédié, donc lettre à mes parents. Donc j'avais envie de vous lire ce chapitre peut-être pour commencer aussi, parce que ça donne aussi l'introduction de ce que nous sommes nous en tant qu'accompagnants des enfants, donc c'est peut-être évidemment parents, et puisque c'est la thématique, mais le parent au sens large, hein, on peut être aussi parent par extension, on va dire. Et donc voilà, j'ai envie de vous lire cette lettre que j'ai écrite donc comme si je prenais la voix entre guillemets des enfants. Et donc voilà, vous allez écouter tout ça. Alors, chers parents d'amour, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais je suis là dans votre famille pour vous faire grandir et évoluer, quelle que soit votre histoire. Que vous ayez eu des enfants ou non avant moi, ma place dans la fratrie est une place de choix. Et mon rôle est aussi de chambouler, transformer et changer vos points de vue. J'arrive avec une connaissance qui vous échappe peut-être, mais j'ai aussi une longueur d'avance sur vous-même. Et si vous considérez à juste titre que je suis plus jeune, j'ai en moi une forme de sagesse qu'il est bon de savoir écouter et accueillir dans vos esprits souvent étriqués et pleins de préjugés. Je vais bousculer toutes vos idées, vos dogmes, vos croyances, vos certitudes sur l'éducation et autres. Parce que je suis unique et singulier, je vous demande de ne pas me comparer à mes frères et sœurs et ou autres que vous connaissez, considérés comme des modèles ou des exemples. J'ai une mission bien particulière en cette vie et souvenez-vous qu'il en est de même pour vous. Vous allez être très certainement dans l'obligation de faire table rase de toutes vos attentes à mon sujet. Plus rien ne sera comme avant. Attendez-vous à vivre avec moi le meilleur comme le pire. Donnez-moi la permission d'exister, d'expérimenter toutes sortes de choses pour pouvoir grandir et me sentir apte à vivre parmi ce qui m'entoure. J'ai tant besoin de pouvoir grimper, toucher, faire, dire, goûter, regarder, exprimer, chanter, rire, sauter, vivre et me sentir en sécurité. Laissez-moi grandir, apprendre de mes erreurs, mes errances, mes échecs, mes doutes et mes peines. Et souvenez-vous que votre mission est d'ouvrir votre cœur et m'aimer inconditionnellement.
Et là maintenant je vais vous proposer, ce qui est écrit, je vous propose de lire ou relire ici le magnifique texte écrit par Khalil Gibran en 1923, extrait du livre donc Le Prophète. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors merci pour ta demande, je cliquerai après, je vais juste terminer. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient de vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire être comme vous, car la vie ne va pas en arrière et ne s'accorde pas avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, tels des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main et l'archer soit pour la joie. Et donc je termine avec mon texte, puisque le texte de Khalil Gibran est terminé, et je termine donc ce chapitre-là en disant « Papa, maman, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour vous asseoir et fermer les yeux. Maintenant, faites le vide autour de vous. Inspirez profondément et dites-moi, n'êtes-vous pas vous-même de grands enfants ?» Donc voilà, tout ça pour raconter le début du chapitre de ce live. J'espère que ça vous a plu. Merci pour le coup de cœur, ça me fait très plaisir. Oui, eh ben, j'ai bien compris. De toute façon, je vais prendre contact avec vous et on va en discuter, il n'y a pas de souci. Alors Nathalie, oui, eh ben, écoute, je vais t'accueillir. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas, faites-moi des remarques si vous avez eu des retours sur le texte de Khalil Gibran ou ce que j'ai écrit. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu as des choses à dire en particulier sur notre mission de parents et nos émotions? Est-ce que tu m'entends? Alors, je débute, voilà, donc c'est à Nathalie, voilà. C'est à moi que tu, voilà, je sais. Oui, C'est à moi, c'est à toi que je parle, oui. d'accord, non, parce qu'après, je ne sais pas effectivement qui participe, effectivement, d'accord. Oui. On peut participer qu'à deux, en fait. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, Je débute un peu, donc voilà, je suis il n'y a désolée. pas de souci. Donc, effectivement, le rôle de parent, bah, effectivement, j'ai acheté ton livre il y a quelques temps dans le cadre de ma formation. Et je le trouve effectivement très, très intéressant avec tous les thèmes que tu abordes. Donc, vraiment, non, non, je l'ai trouvé vraiment très, très bien fait, effectivement, très, très complet. Donc, voilà, donc je m'y réfère, voilà, j'en ai d'autres, mais c'est vrai que quand ça concerne les enfants, quand je reçois des enfants, effectivement, je m'y réfère. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mm. Donc en fait, là, ce live, pour moi, il est important parce que j'avais envie de mettre aussi l'accent sur notre... ouais, quand je vous ai introduit aussi ce texte que j'ai écrit dans le chapitre des enfants, mais ça nous concerne parce qu'en fait, nous sommes des enfants aussi qui avons aussi évolué, à mon sens, dans nos familles, quelles qu'elles soient, si ce sont même des familles adoptives ou des familles de sang, on va dire. On est d'abord des enfants qui grandissons dans des corps aussi et devenons des adultes. Et donc, coucou Fabienne. Et du coup, l'histoire que nous allons mettre en place en tant que parents, lorsqu'on va devenir justement ce parent-là, il est empreint surtout de notre histoire personnelle. Donc, c'est important aussi d'être à l'écoute de cet enfant intérieur pour pouvoir être un adulte et ensuite pouvoir aussi partager avec nos enfants. Non, effectivement, d'accord, oui. Tu es maman, Nathalie? Oui, je suis maman, alors j'ai 51 ans et je suis maman de deux filles, une grande de 16 ans et demi et une plus jeune de 13 ans. Voilà, deux filles. Voilà. Ouais. C'est vrai que quand on est maman au début, dans ce projet de maternité ou de paternité, parce que je m'adresse bien sûr aux hommes également, mais je ne peux pas prendre la parole de tout le monde, mais en même temps, cette posture de parent, elle est forcément du côté du père et du côté de la mère.
euh, dans ce projet voilà, de cet accueil de cet enfant, on a souvent, c'est ce que j'écris aussi dans le livre, on a aussi des projections, on a des envies, on a des désirs, et puis l'enfant ne parle pas au début, hein, donc c'est très simple aussi de pouvoir l'accueillir avec tout l'amour, cet amour inconditionnel, parce que déjà on l'a porté, on l'a attendu, on l'a accueilli, et puis l'enfant grandit, mais des fois même déjà in utero, l'enfant a déjà émotionnellement il va capter aussi l'émotionnel de ses parents dans le contexte aussi dans lequel il arrive. Non, Alors, je sais pas. oui, je suis entièrement d'accord. Donc voilà, après, j'ai fait ces études aussi avec le docteur Claude Imbert sur la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine. Alors ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, bien entendu, et ni qu'aux parents. Ça s'adresse surtout à nous, les hommes et les femmes, et nous traversons des fois dans la vie la possibilité d'être parents ou non. Et quand je disais tout à l'heure au début de l'introduction, les parents au sens large, hein, parce que c'est vrai qu'on peut être parent sans être affilié parent au nom de la société. C'est-à-dire qu'on peut se considérer aussi en tant que parent accompagnant des enfants, n'étant pas nous-mêmes voilà, passés par la paternité ou par la maternité. Je pense pas qu'il faille un certificat non plus pour être parent. Quelquefois, il y a des hommes et des femmes qui accompagnent les enfants, c'est peut-être des tantes, des oncles, des cousins, peu importe, des amis, qui ont des fois des attitudes beaucoup plus dignes en tant que parents, entre guillemets, hein, que des propres parents de sang. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Oui, non, mais je suis d'accord. Effectivement, il ne faut pas forcément, effectivement, avoir passé par la case, effectivement, parent, classiquement. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi, effectivement. Oui, tout à fait. Voilà, on est d'accord. Et dans ces moments-là, eh bien, voilà, ce qui est important, à mon sens, c'est de effectivement être à l'écoute de ce que l'on ressent émotionnellement, nous, en tant que parents. Et donc, la vie intra-utérine du bébé, déjà émotionnellement, il peut y avoir pas mal de perturbations. C'est pas toujours simple aussi d'attendre un enfant. Ça dépend du contexte, bien sûr. Pour ma part, voilà, j'ai eu 3 enfants et j'ai eu la chance d'avoir des enfants dans des contextes, on va dire, assez privilégiés. Donc, il n'y a pas eu de handicap, par exemple, in utero, de drames qui ont fait aussi la découverte à l'échographie de quelque chose qui aurait pu aussi favoriser un émotionnel complexe. Mais malgré tout, j'ai quand même vécu aussi des grossesses seules, alors par choix aussi et par aussi non-choix. Mais voilà, c'est aussi des contextes émotionnels qui vont aussi favoriser, en tout cas ça a favorisé chez moi un type de comportement, mais pour d'autres mamans, ça peut être aussi beaucoup plus complexe à vivre. Donc je pense évidemment à tous les voilà, toutes les mamans solo, parce que j'ai traversé cette étape-là de ma vie. Euh, voilà, se sentir en sécurité émotionnelle soi-même en tant que maman porteuse d'une âme, c'est pas toujours simple non plus. Donc après, bien sûr, alors le but de ce live-là, c'est évidemment pas ni d'incriminer qui que ce soit, ni de juger qui que ce soit. Moi, je me pose pas en tant que sachant universel sur toutes les maternités du monde et toutes les paternités. Loin de moi tout ça. C'est juste mon expérience de maman. Et le but, c'est évidemment pas de se retrouver dans cette fleur qu'on appelle rockwater, qui n'est pas une fleur justement. Voilà, qui est cette fleur-ci, hein, rockwater. C'est de l'eau de roche. Et qui nous parle de ce désir de perfection. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, mais quand on est parent, des fois, dans ce projet-là, il y a aussi toutes ces projections de parents parfaits. Non, entièrement d'accord. C'est vrai. Qui sont extrêmement handicapants. Hein. Oui, effectivement. Surtout qu'en plus, peut-être encore plus quand c'est le premier enfant. Parce qu'effectivement, en tant que parent, on veut forcément bien faire les choses, etc. Et oui, et bon. Après, on lâche un peu au bout du deuxième, voilà. Après, mais après, oui. C'est ça. Et alors, je te raconte pas le troisième. Hein. Oui, oui, c'est ça. Bon, j'imagine que ceux qui sont parents d'une fratrie de 3, 4, 5 enfants, c'est encore un autre domaine puisque les aînés ont suffisamment d'âge aussi des fois pour s'occuper bien sûr des petits qui arrivent. Donc c'est encore un autre contexte familial. Mais il est évident que cette quête de perfection, c'est un leurre total. Alors bien sûr, dans cette quête de perfection, il y a ce désir évidemment qui est animé de notre émotion de positivité. On va dire qu'on souhaite, c'est au-delà de la perfection, c'est d'apporter tout au maximum pour notre enfant. Mais voilà, notre enfant aussi, nos enfants arrivent dans des contextes particuliers parce que, encore une fois,
selon moi, ils arrivent, ce sont voilà, des âmes qui choisissent vraiment les parents et qui connaissent aussi l'histoire déjà bien avant toute notre propre histoire, l'incarnation. Mais quand je parle des enfants, je parle aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, voilà, on est quelques-uns là. On peut aussi se retrouver à se dire que nous avons aussi choisi nos propres parents. Ce ne sont pas simplement les enfants que nous portons, bien sûr, nous avons aussi nous-mêmes choisi nos parents ont choisi voilà, nos grands-parents, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'est pas, normalement, quand on accueille cet enfant-là, ça ne veut pas dire que ça nous déleste d'une part de responsabilité, mais ça nous donne aussi cette faculté de conscience que on a cette part d'accueil et de quête voilà, de désir de protéger nos enfants et de les aimer, mais ils arrivent aussi dans un contexte particulier avec aussi une histoire et ils savent aussi dans quel contexte ils arrivent. Et même les contextes les plus défavorables soient-ils apparemment, ça fait partie aussi du plan d'incarnation, on va dire, hein, et de cette connaissance dont on n'a pas nécessairement sur un plan intellectuel, on va dire, et donc très rationnel. Mais toujours est-il que c'est selon moi, in fine, la réalité tout de même de tout ce que nous vivons depuis la nuit des temps. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on n'a pas nos enfants, effectivement, suivant le moment où les sont conçus, effectivement, on vit des choses à ce moment-là. Effectivement, on a beau les élever plus ou moins de la même façon, effectivement. Nous, voilà, suivant le moment où on les a, effectivement, ils ne sont pas forcément, on ne va pas vivre la même chose. Et puis, et nos enfants, effectivement, ils sont là pour nous faire grandir aussi. Je pense aussi. Je Et pense. voilà. Et donc, ils arrivent aussi avec leur propre histoire et avec leur propre personnalité, ce qui fait que nous, eh bien, si nous ne sommes pas déjà un petit peu, comment dire, équilibrés émotionnellement par rapport à le contexte dans lequel nous attendons notre enfant, ça va avoir des répercussions, bien entendu, sur le développement du bébé, sur sa façon aussi de voir et d'accueillir le monde. Et bah, c'est comme ça. Voilà, il y a aussi cette part aussi d'un disciple qui fait que il y a une partie aussi de l'âme qui est au courant aussi de, on va dire, des limitations ou des conséquences aussi dans lesquelles il arrive, puisque les limitations, je dirais, du parent aussi qui l'attend, parce que on est tout à fait parfait dans le sens où notre enfant nous a choisi aussi pour s'incarner dans cette perfection si imparfaite pourrait-elle en tout cas être perçue comme telle parce que bah, justement une situation complexe voilà, sur un père qui n'est pas présent autour de la maman dans le cadre de sa grossesse ou des conditions physiques aussi qui peuvent être aussi être mises à mal dans ce cadre-là. Ça peut être la maman aussi qui a besoin aussi de soutien émotionnel dans ce cadre-là. Elle peut être aussi éloignée tout simplement de son conjoint parce que lui, il travaille aussi à distance ou qu'ils sont éloignés pour X et X raisons. Je pense aussi bien sûr aux mamans qui sont en prison. Hein. Il y a aussi des mamans qui attendent des enfants dans des contextes extrêmement complexes aussi. Alors c'est vrai que la maternité, la paternité, c'est très très large. On ne pourra pas aborder tous les sujets, mais évidemment le contexte dans lequel nous attendons nos enfants va favoriser un certain voilà, un certain conditionnement émotionnel aussi pour l'enfant. Évidemment, il y a toute cette physiologie dans laquelle le bébé baigne, c'est-à-dire toutes les hormones qui vont être aussi dispersées au sein de la physiologie du bébé aussi, et donc forcément via le liquide amniotique et tout ce que la maman va penser, etc. Donc ça, c'est du bon sens, on le sait tous. Euh, on fait ce qu'on peut aussi et il n'y a pas non plus à se culpabiliser. Pour le coup, si on commence à culpabiliser sur les attentes parfaites de la gestation pour nos enfants, on ne créerait plus rien. Vous avez vu les bébés qui sont arrivés dans les guerres. Hein, on ne peut pas en vouloir aussi aux parents d'avoir désiré aussi ardemment que cette vie vienne dans des contextes de vie qui ont été extrêmement difficiles. Voilà, sous les bombes, hein, on entend des bruits forts. Hein, c'est extrêmement complexe après de se libérer aussi de ces empreintes-là, avec des bruits aussi, des choses très sonores que le bébé aussi a entendues. Hein. Donc là, c'est Pine. On parle de la fleur de des reproches, hein, de la culpabilité, de tout ce qu'on va pouvoir, comment dire, vouloir, comment,
oui, on va se faire des reproches, on va s'en vouloir, on va se critiquer en disant qu'on n'aurait pas dû faire ceci, on n'aurait pas dû penser ceci, on n'aurait pas dû être dans son contexte-là aussi émotionnel pour attendre nos enfants. Alors encore une fois, voilà, je ne veux pas dire que ça disculpe toute possibilité du parent d'être dans un état critique émotionnel, mais en attendant aussi, dites-vous aussi que l'âme du bébé, elle a aussi cette perception et cette connaissance aussi du milieu et voilà, du facteur environnant du parent voilà, dans lequel il va s'incarner. Voilà, donc c'est que ça peut paraître très complexe aussi à entendre pour certaines personnes parce que voilà, certaines grossesses et certaines conceptions ont été des fois certainement difficiles, même entre nous, hein. Il n'y a pas que des parents qui seront ici à écouter, il peut y avoir aussi des gestations pour certains d'entre nous qui ont été des fois extrêmement compliquées à vivre. Mais toujours est-il que vous voyez, on est toujours là. Moi, je vais avoir 58 ans. Voilà, j'ai survécu à la grossesse de ma mère, quoi qu'il advienne, dans des conditions qui n'étaient pas non plus optimum pour moi. Et j'imagine que pour toi, Nathalie, il en est de même. Oui, tout à fait. Non, non, mais ma maman aussi est née juste après la guerre, hein, enfin, à la fin de la guerre. Donc, Mhm. voilà, et moi, je suis l'aînée de la famille, elle-même aussi. Donc, après, effectivement, bon, on fait comme dirait, voilà, on fait tous de son, voilà, on fait tous de son mieux de toute façon, et puis, effectivement, il faut, avec l'aide de Palme, on peut enlever cette culpabilité. Effectivement, on fait tous de son mieux. Disons qu'on va peut-être pas forcément les enlever. Déjà, en être conscient, c'est déjà énorme, Nathalie, à mon sens, tu vois, parce que le but, c'est pas forcément non plus d'éradiquer toutes les émotions. Quand on ressent de la culpabilité, il y a des moments, c'est juste, tu vois, à mon sens, de pouvoir aussi se dire, bah, ne serait-ce que d'identifier cet émotionnel-là, et après, peut-être in utero, justement, d'aller parler au bébé en disant, écoute, voilà, je m'en veux parce que je souhaiterais que tu ne puisses pas être imprégné ou être impacté ou être touché par ce qu'il m'arrive dans la vie, tout simplement, tu vois. À mon sens, il n'y a pas d'émotion à éradiquer. Je pense que les fleurs de bac, elles sont là vraiment pour nous accompagner, nous soutenir. Déjà, nous permettre d'évoluer dans notre état de conscience sur ce que nous vivons émotionnellement. Je trouve que c'est déjà un énorme pas qui nous permet d'être plus en paix justement sur cet émotionnel. Et pour moi, l'apaisement émotionnel vis-à-vis de nos enfants, c'est déjà d'être dans la reconnaissance et dans l'identification, si tu veux, de cette peut-être culpabilité ou cette peut-être désir de perfection. Et puis des fois aussi d'autres émotions qui sont très très intenses comme la peur, hein. Des fois avoir peur, on aimerait bien ne pas avoir peur pour nos enfants ou d'avoir peur dans un contexte particulier lorsqu'on évolue, peut-être avec peu d'argent ou une situation justement physique qui est un peu compliquée aussi à vivre. Eh bien le bébé va quand même le ressentir. Et qu'est-ce qu'on fait on vit ce qu'on vit et on est ce qu'on est. Et on a beau des fois savoir les choses, c'est pas de la méthode Coué, hein, c'est le fait d'identifier cette peur, cette culpabilité ou ce désir de perfection, c'est déjà quelque chose pour moi qui est déjà le plus important. Et il n'y a pas d'injonction réelle en fait à être plus différent que ce que nous sommes à l'instant où nous le sommes. Et cette quête, encore une fois, de perfection, je pense que c'est un leurre en fait, hein. Et nos enfants nous choisissent aussi avec nos immenses imperfections, donc nos immenses qualités, puisque nous sommes évidemment dotés de la qualité qui est inverse au défaut. Donc voilà, dès qu'on est capable de se culpabiliser, on est capable aussi de se remettre en question, ce qui est quand même une bonne chose et c'est quand même très positif pour un enfant d'avoir un parent qui est capable aussi des fois d'avoir cette faculté aussi de soit de demander pardon, soit de se remettre en question tout simplement en disant ah excuse-moi mais là j'avais pas vu les choses sous cet angle, ça m'a perturbé mais justement bah, écoute tu m'apportes un certain éclairage. Alors là évidemment je parle de bébé in utero, ça va être difficile forcément pour lui de parler, mais évidemment l'enfant il va naître et puis il va évoluer, hein. Voilà, à mon sens les fleurs de bac elles sont pas là comme des fleurs qui vont gommer et qui vont, comme un sparadrap, dire bon, écoute, tu n'as pas le droit d'être coupable, ou tu n'as pas le droit d'être parfaite, ou tu n'as pas le droit d'avoir peur. Alors, j'ai cité la peur et j'aime bien quand même le montrer. C'est quand même des lives un peu didactiques pour moi. C'est-à-dire aussi, ça vous apprend aussi un peu les fleurs. Bon, Nathalie, toi, tu n'as pas besoin parce que tu es conseillère fleurs de bac, agréée par le centre bac. Mais pour ceux qui découvriraient les fleurs, c'est toujours intéressant aussi de parler de mimulus. J'ai parlé de la peur et c'est une peur identifiée. Et en l'occurrence, ça pourrait être justement une peur réelle, hein, de ce qui peut se passer autour de la grossesse et qui n'est pas forcément la peur justement qui est indiquée pour l'enfant à proprement parler. Donc, c'est-à-dire mimulus. Là, on est sur Red Chestnut.
Et Red Chestnut s'adresse aux personnes qui sont qui ont vraiment une inquiétude pour le bébé. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher, une fois qu'on fait une échographie, de savoir que le bébé a un tibia plus court ou qu'il a un bec de lièvre ou qu'il a une malformation cardiaque. C'est normal en tant que maman, en tant que papa, de s'inquiéter pour le bébé, évidemment. Donc, quand je parle d'apaisement émotionnel, on va faire ce que l'on peut. Bien sûr que si on doit être alité jusqu'à la fin de notre grossesse, puisqu'on nous met une alarme que le bébé risque de voilà, de peut-être repartir ou d'avoir des complications, c'est normal et c'est humain d'avoir cet émotionnel-là. Par contre, après, ce qui est le plus important, à mon sens, c'est déjà d'en avoir conscience et de se sécuriser au maximum avec cet accompagnement des fleurs de Bach pour pouvoir être au mieux apaisé émotionnellement. Et si ça fait de la disparition de l'émotion, eh ben, tant mieux. Mais au départ, effectivement, l'important, c'est quand même déjà de pouvoir identifier l'émotionnel. Je te dis au revoir alors. Au revoir. À bientôt. À bientôt et merci encore. Je t'en prie. Au revoir. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être dans cet état d'identification, on va dire, de l'émotionnel. Et après, voilà, après, effectivement, l'enfant grandit et on s'inquiète aussi pour lui parce que voilà, il y a la séparation aussi. Comment l'enfant peut évoluer aussi par moments, dans les moments où justement nous, on est trop chahuté émotionnellement. C'est très compliqué aussi de se dire que cet enfant va évoluer dans un contexte aussi qui peut être très anxiogène pour lui parce qu'il y a trop de pression et il y a trop d'injonctions. Peut-être justement dans justement le désir aussi que cet enfant soit parfait. Et quelquefois, nous-mêmes, nous devons aussi lâcher sur notre propre perfection avant aussi de réclamer de la perfection chez nos enfants. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres envies de partager sur les émotions qui sont ressenties dans les moments où on devient parent. Quand on est très impatient aussi, hein, quand il y a des moments où on peut être extrêmement impatient sur les attentes que nous avons de nos enfants, et bien dans ces moments-là, on devient des parents qui peuvent aussi des fois être toxiques parce qu'on leur demande aussi des fois des choses avec beaucoup trop comment dire, voilà, de velléité, que les choses aillent trop vite. Et nous avons besoin aussi dans ces moments-là de nous détendre, de nous apaiser, de comprendre que les choses, elles ne vont pas arriver aussi vite que nous le souhaitons. Et c'est comme si on demandait à un enfant de marcher, je ne sais pas moi, à 5 mois, eh ben ça n'est pas possible. Donc le but, c'est évidemment pas de presser qui que ce soit, c'est de laisser aussi les enfants vivre leur rythme et leur faculté d'adaptation, leur rythme personnel. Et quand un parent est trop speed, on va dire, hein, trop pressé, trop pressant, ça fait des ravages aussi chez l'enfant qui va aussi des fois être précipité à faire des choses dans un rythme qui ne lui est pas propre. Et du coup, il peut générer des fois de la maladresse. Et donc, ça va peut-être attiser encore plus de colère chez le parent qui voudrait obtenir quelque chose et qui n'arrivera pas puisque finalement, il n'est pas dans le respect aussi de ce que l'enfant a expérimenté avec sa propre façon d'aborder le rythme, le temps, le timing, la notion de voilà de peut-être pour lui de prendre du temps à faire ses lacets, à manger, etc. Et nous, souvent en tant que parents, on est souvent en train d'énerver nos enfants parce qu'on est dans un rythme de vie qui n'est pas le leur. Ils n'ont pas cette notion de rythme à moins que nous puissions leur donner. Mais si on n'est pas là, évidemment, pour leur dire qu'il faut se lever à telle heure, qu'il faut se coucher à telle heure, qu'il faut manger parce que le temps presse, eh bien, on est des fois, quelquefois, trop dans cette notion aussi dans cette énergie d'empressement. Et après, quand nos enfants grandissent, des fois, on se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai été si pressant? Parce que finalement, tout est arrivé exactement comme ça devait être. Alors, bien sûr, il n'est pas question de laxisme non plus, bien sûr. Mais le stress, on le met beaucoup aussi chez les enfants parce que nous-mêmes, nous sommes tout simplement terriblement impatients et peut-être qu'on a des rythmes de vie ou des façons de nous organiser qui ne sont pas adaptés aussi tout simplement à la vie de l'enfant et qu'on impose aussi des fois des choses parce qu'on n'est des fois pas très organisé par rapport à ça.
Euh, alors, je sais des fois que c'est complexe parce que, alors, quand on parle de rôle de parent, quand on a un enfant, je dirais que c'est un peu plus simple. Quand on a plusieurs enfants, le rythme, évidemment, est bien soutenu et cadencé. Et c'est une véritable entreprise, hein, d'être parent, de s'occuper et d'avoir charge d'âme de plusieurs enfants dans un seul foyer. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est sûr que l'énergie est présente et c'est rare qu'on étale les choses sur plusieurs heures. On ne va pas manger en 5 heures, par exemple, hein. En règle générale, on a un timing qui est quand même assez soutenu. Donc voilà, je voulais vous montrer la fleur impatience pour ceux que ça pourrait accompagner et aider euh, et soutenir. Voilà, la fleur de l'impatience, impatience glandulifera, qui est la fleur qui va effectivement temporiser et calmer un petit peu le jeu de cette irritabilité voilà, dont on peut faire preuve par moment parce que ça rien ne va jamais assez vite finalement. Et on s'aperçoit quand on va se coucher qu'on est tout le temps en train de presser nos enfants. Et, euh, et ça crée beaucoup de tension chez les parents, ça crée de l'énervement, de l'agacement. Et après, souvent, ça tombe, à mon sens, sur la peur. Parce que la peur, elle est là, parce que j'ai peur d'être en retard, ou j'ai peur de mal faire, ou j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, que les choses soient pas faites tout simplement euh, comme elles devraient être. Et donc, ou peur du regard des autres aussi, si j'arrive en retard, ou tout simplement que la porte soit fermée de l'école, hein, tout simplement. Je veux dire, voilà. Et donc, prendre peut-être ce rythme un peu différent, peut-être lâcher prise un peu sur l'aspect immédiateté du résultat. Et puis voilà. Alors la peur aussi, il peut y avoir des peurs pour nos enfants. Bon, je l'ai déjà cité, hein, Red Chestnut, mais après ça peut être aussi des peurs qui sont liées à leur personne propre, c'est-à-dire la peur qu'il leur arrive quelque chose. Hein. Ça peut être physique, ça peut être même on va dire, d'ordre psychologique, hein, dans le cadre aussi peut-être de structures d'école, peut-être des peurs pour eux avec des systèmes d'enseignement qui ne sont pas adaptés non plus, selon nous, évidemment, à la capacité de comprendre les choses que nos enfants ont, par exemple. On peut être tout le temps dans la crainte pour nos enfants et tant qu'on n'est pas apaisé, évidemment, ça met une pression, bien sûr, sur l'enfant. Et c'est compliqué pour un enfant aussi d'évoluer avec la peur du parent permanente aussi sur son épaule. Alors, l'enfant va évoluer bien sûr avec l'émotionnel des parents et par extension avec les craintes aussi des environnements dans lesquels il va évoluer. Donc, ça peut être bien sûr scolaire, ça peut être tout type d'évolution, mais c'est compliqué aussi pour eux de se délester aussi de cette pression, de cette inquiétude que les parents ont sur eux. Et donc, ça les limite aussi en termes d'expérience, en termes d'autonomie aussi sur leur façon aussi d'appréhender la vision de ce qu'ils ont à vivre, décorrélée de l'empreinte de la peur du parent. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais ça me paraît essentiel, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant et qu'on a expérimenté quelque chose, bien sûr, si vous me dites que là, je prends une bougie et que le parent prévient que l'enfant risque de se brûler parce qu'il va toucher la bougie, on ne va pas dire à l'enfant, sois décorrélé de ma propre peur, mais après tout, un animal, lorsqu'il arrive près d'une bougie, c'est très rare qu'il se brûle les moustaches. Hein. C'est aussi la chaleur, on le ressent aussi au bout du doigt. Est-ce qu'il faut absolument laisser un enfant toucher une bougie? Ce n'est pas mon propos non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que systématiquement, à chaque approche de quoi que ce soit, et on l'a tous vécu, ne touche pas ça, c'est sale, ne fais pas ça, tu vas tomber, ne mets pas ça, ça traîne par terre, etc. Ne remue pas les œufs comme ça va se casser. On est souvent dans l'injonction de notre propre projection de l'expérience de l'enfant et alors je suis pas en train de faire du Montessori, il y a des gens qui font très bien, c'est pas mon métier, mais moi j'ai été maman et dans mon expérience de maman aussi, j'ai aussi entendu les phrases que je pouvais avoir. Alors bien sûr qu'on ne peut pas soustraire et abstraire complètement qui nous sommes et nous-mêmes, encore une fois, je disais en début de live que nous avons aussi été des enfants. Donc bien sûr que nous aussi, ces petites phrases, on les a entendues et de façon naturelle, nous nous inquiétons pour nos enfants, ce qui pourrait paraître légitime et ce qui est légitime, bien entendu. Mais cet excès de peur est extrêmement nocif et toxique pour l'enfant qui doit aussi lui-même appréhender la brûlure, la chute, le microbe dans la bouche, etc., etc. C'est-à-dire que
tu vas te salir, bah oui, mais enfin des fois il faut apprendre aussi l'expérience de la salissure, enfin je veux dire c'est quand même du bon sens. Et on est tout le temps des fois, enfin je dis on, nous sommes, voilà, les parents, les grands-parents, dans cette hyper protection complètement inutile et absurde. Et alors je vous parle de ça, mais quand on a des adolescents, n'est-ce pas, c'est encore plus compliqué. Et je parle aussi pour moi, avec tout ce qui est d'ordre rentre pas trop tard, fais attention sur la route, ne pars pas avec un tel qui a un scooter. Alors bien sûr, quand on parle de l'enfant, c'est très mignon, on peut parler de l'école, mais c'est quand même nous les parents qui allons chercher nos enfants, donc on est très dans la protection. À un moment donné, nos enfants nous lâchent, hein, je vous préviens, on n'est pas que des parents d'enfants qui viennent de naître. Voilà, voilà. Donc, à un moment donné, bah, cette inquiétude, si elle n'est pas, entre guillemets, apaisée au fur et à mesure que l'enfant grandit, nous montre aussi son expérience et sa faculté aussi de dépasser les événements, eh bien, ça va être un enfer. Et nous, en tant que parents, on ne peut pas vivre dans cet enfer permanent. Alors, bien sûr, quand l'enfant rentre, l'adolescent va rentrer un peu plus tard et que le téléphone n'a pas sonné à 22 heures pile, et c'est normal que d'un seul coup, nous ayons aussi envie d'aller téléphoner ou se dire que se passe-t-il, tu n'es pas là. Ah, je suis sur la route, je suis en train de faire le code de la maison, maman. Ah, ok, ou papa. Hein. Tout ça est tout à fait légitime, mais après, voilà, c'est une question d'équilibre, hein, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais vivre aussi dans un moment sécure avec il y en a que ça fait rire, n'est-ce pas? Je sens que ça sent le vécu aussi hein, du côté de certains. Moi, Séverine, voilà. Cela peut aussi engendrer des sensations d'être débordé, dépassé par la situation. Oui, alors par rapport à l'impatience, bien sûr, et puis par rapport à la peur aussi. Des fois, on peut être tout à fait dépassé émotionnellement parce qu'on ne peut plus gérer la situation, parce que aussi nous-mêmes en tant que parents, nous ne sommes pas en paix émotionnelle. Et bien sûr, il y a des moments, c'est très délicat d'être en paix, parce qu'il n'y a pas simplement notre crainte émotionnelle ou nos soucis émotionnels à l'égard de nos enfants, mais nous sommes aussi des fois en couple, des fois nous avons aussi des parents, des fois nous avons aussi des patrons, des fois nous avons aussi des banquiers, et tout ce contexte-là est aussi émotionnel, de la gestion de nos propres émotions. Il est aussi à télescoper aussi avec l'émotionnel aussi de l'enfant qui a sa propre histoire, avec sa propre vie sociale aussi, avec son propre émotionnel, avec son propre rythme, ses propres envies d'expérimenter des choses. Et donc c'est là où justement bah, il y a des moments, c'est compliqué aussi. Et savoir des fois lâcher sur nos propres émotions dans le cadre de la vie de famille, de ce qui se passe au niveau de l'éducation, et ben c'est très complexe. Il suffit pas de se dire voilà c'est la parentalité, etc. Oui c'est cool. Mais la parentalité, c'est sympa quand on est décorrélé aussi de nos propres émotions par rapport à notre vie sociale. On n'est pas que des parents. On est des hommes, on est des femmes, voilà, on a une vie sexuelle, on a des rapports avec l'argent, avec la nourriture, on a nos corps aussi à s'occuper, on a à rendre des comptes avec des fois des patrons, si on est salarié ou même si on est auto-entrepreneur, on peut avoir aussi des craintes, par exemple, que notre entreprise ne fonctionne pas comme il se doit. Euh, voilà, on vit dans un contexte aussi, donc nous sommes aussi des individus qui accompagnons nos enfants. Donc cette part émotionnelle aussi est à prendre évidemment euh, en compte et être à l'écoute. Et quand on est angoissé à l'idée de ne pas, par exemple, pouvoir remplir le réfrigérateur comme il se doit, euh, ou payer les factures, ou c'est compliqué aussi d'être complètement fluide et libéré de nos propres peurs qui des fois n'ont rien à voir avec l'enfant. Mais justement pour être patient, pour pouvoir vivre dans la sécurité, raconter la petite histoire du soir et être détendu et être complètement présent dans le dîner où l'enfant nous raconte ses histoires et est trop content de partager tout ça. Et nous sommes aussi des fois assaillis par nos propres émotionnels, nos préoccupations aussi d'adultes. Et des fois, et ben justement, ça déteint trop sur l'enfant. Et alors quand je dis trop, encore une fois, il n'y a pas de notion de jugement, hein, mais voilà, c'est toujours des questions ouvertes. Hein. Moi, il m'est arrivé aussi, quand j'étais débordée émotionnellement, bah, mes enfants m'ont vu pleurer, hein, c'est arrivé bien sûr. Alors je pense que c'est plutôt mieux, à mon sens, hein, de dire les choses et de raconter l'émotionnel qui peut-être aussi des fois désacralise aussi un visage des fois qui est pas du tout détendu et que l'enfant perçoit comme extrêmement anxiogène, peut-être avec la ride du lion comme ça, ou l'œil noir, ou super tendu, super stressé. Je pense qu'il vaut mieux parler et dire la raison pour laquelle cet œil noir, cette ride du lion est prononcée, etc.
et de vraiment de s'autoriser aussi à partager, alors pas tout le contexte, bien sûr, que l'enfant, s'il a 2 ans, s'il en a 8, s'il en a 12 et qu'il en a 20, il n'a pas à tout savoir des fois du contexte, mais quelquefois, n'est-il pas mieux, à mon sens, de dire et d'exprimer véritablement qui nous sommes à cet instant-là? Et quand je dis que ça désacralise un peu l'émotionnel, c'est ça déculpabilise aussi beaucoup l'enfant qui, des fois, justement, dans son regard et sa posture d'enfant, a le sentiment d'être la source et l'origine de cette angoisse chez le parent. Parce qu'il ne fait pas la différence. Il voit un visage fermé ou un énervement, un agacement, une peur, un cri, quelque chose, et qui va évidemment, lui, se rendre responsable. Et des fois, il n'est pas coupable, il n'est pas responsable, et il n'a rien à voir avec la situation. Mais moi, en tant que parent, je n'arrive pas à décrocher de ce qu'il m'assaille. Si je viens d'avoir une dispute avec mon compagnon, avec ma meilleure amie, avec ma sœur à qui j'ai raccroché au nez ou je ne sais quoi, des fois c'est compliqué aussi d'être complètement libre pour l'autre. Alors voilà, en l'occurrence on parle du rôle de parent, mais du coup l'enfant s'il ne comprend pas, eh ben, des fois ça reste là et ça peut aussi générer chez lui une énorme inquiétude, un stress terrible. Et après on va dire ah mais mon enfant il n'arrive pas à dormir et tout. Bah oui mais il n'arrive pas à dormir parce que t'es pas bien toi. Et en fait on s'en rend même pas compte. On a l'impression que tout ça c'est neutre, c'est youpiland et que c'est ok, que j'ai préparé mes œufs au plat et que l'enfant a mangé ses œufs et que tout est ok. Mais non, il est en train de ruminer dans sa chambre, il gamberge, il peut peut-être même se mettre à pleurer et on n'en a pas conscience en fait. Donc je dis pas qu'il faut toujours tout se raconter, il faut pas toujours tout dire, mais quand on a des gros soucis et qu'il y a des moments où on peut pas, et je pense qu'il vaut mieux être transparent et dire la réalité de ce que je ressens émotionnellement qui n'a rien à voir avec toi, mais évidemment ce que je te confie là, c'est aussi pour te faire comprendre que tu n'es pas responsable de ma situation et que tu n'es pas, c'est pas à toi de trouver des solutions, c'est à moi. Mais du coup, c'est vrai qu'en ce moment, ça me préoccupe et c'est vrai que je suis peut-être plus irritable, peut-être moins disponible, peut-être plus impatiente, mais tu n'as rien à voir avec ça. Et je vais faire attention parce que je m'aperçois que ça a des teints sur toi et que peut-être que là, faut que je sois vigilant ou vigilante pour que tu ne sois pas, comment dire, impactée par ce que je vis, et même si c'est compliqué pour moi de ne pas être impactée moi-même, parce que je suis en plein dans la situation émotionnelle, et je suis aussi humain, hein, je suis humaine, et je suis ce que je suis, c'est-à-dire que voilà, et moi je pense que c'est vraiment nécessaire et important. Alors bien sûr, c'est toujours facile, parce que moi je parle, mais il faudrait peut-être faire interviewer mes enfants pour leur demander s'ils sont vraiment OK avec ce qu'ils ont vécu, parce que voilà, mais je pense que dans l'ensemble, de toute façon, même nous, avec nos enfants, si nos enfants ont des préoccupations et qu'ils sont extrêmement inquiets dans leur environnement social, leurs relations affectives, leurs relations sociales, dans le cadre de leurs études, dans leur scolarité, de leur maternelle, s'ils ont un gros souci à gérer, eh bien je pense que nous aussi, des fois, nous pouvons nous sentir impactés par l'émotionnel de nos enfants. Alors nous, on ne va pas des fois se sentir responsable de ce qu'ils vivent, mais des fois oui aussi. Des fois, on se dit, bah voilà, c'est parce que je suis divorcée que mon enfant le vit mal. Alors, est-ce que tous les parents divorcés doivent se culpabiliser de tout sous prétexte que l'enfant vit sa vie? Et bien, des fois, ça n'a rien à voir. Lui aussi, l'enfant, il a son émotionnel. Donc, il faut vraiment aussi nous replacer nous-mêmes dans des postures d'adultes et de responsabilité. Déjà, parler, ouvrir le dialogue et demander à notre enfant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mêlée à ce qui se passe? Est-ce que je peux te venir en aide? Est-ce que je peux être un soutien pour toi? Et est-ce qu'on peut échanger à ce sujet-là? Parce que ce sont des vases communicants. Hein. Donc, je vais parler de préoccupation mentale, parce que c'est pour évidemment ce qui nous préoccupe quand je citais l'exemple. Donc, j'aime bien quand même faire un petit peu de pédagogie. Donc, je vous montre un peu les fleurs au fur et à mesure. Donc, White Chestnut, si je suis vraiment trop préoccupée justement par ce que je viens de dire, hein, par exemple, voilà, une situation financière, professionnelle, si je sais qu'il y a des licenciements dans mon entreprise et que ça m'impacte parce que j'adore les filles qui vont se faire raconter ma vie de boulot à mes enfants, parce que je considère peut-être que soit ils sont tout petits qu'ils ne vont pas comprendre, soit que voilà. Mais par contre, de leur dire, tu sais, je suis un peu préoccupée en ce moment, c'est pas toujours facile pour moi en ce moment dans mon travail, ça ne met pas non plus une responsabilité sur l'enfant. C'est un état de fait, comme toi aussi, ça peut t'arriver. Rappelle-toi l'autre jour, quand tu m'as parlé de Mathilde, ça te préoccupait l'esprit. Souviens-toi quand elle t'avait pris ta trousse et qu'elle ne te l'avait pas rendue. T'as mis 2 jours à t'en remettre. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, j'ai mes soucis, c'est pas une trousse, mais c'est autre chose. Bah, voilà, tu vois, et on en parle. Hein. Et je pensais aussi à vous parler aussi de cette fleur qui s'appelle Walnut, j'espère que je l'ai mise ici. Walnut, c'est la fleur aussi qui nous permet d'être un peu plus dans la protection et dans
comment dire, dans la constance, quand on est un petit peu trop hypersensible par rapport à ce qui peut se passer aussi pour nous ou pour les autres, hein. C'est-à-dire que là, évidemment, ça pourrait être aussi l'enfant qui pourrait prendre du walnut quand il est trop impacté et qu'il se sent justement trop influencé par rapport à l'énergie du parent qui vit évidemment émotionnellement son histoire. Est-ce que j'espère que je suis claire? J'espère que ça vous apporte un peu de, je ne sais pas, de connaissances ou je regarde si vous me dites des choses ou pas du tout. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose hein, comme communication. Donc voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez envie qu'on échange, je peux répondre à des questions. Ou si vous avez des idées, évidemment, des suggestions sur des avis. Voilà, je parle de l'apaisement émotionnel, admettons. Hein, je ne suis pas apaisée émotionnellement par rapport à mon corps parce que je pense que j'ai des kilos en trop et que j'ai une relation à l'alimentation qui est compliquée et que c'est voilà, comment je vais émotionnellement moi ne pas impacter non plus la relation à l'alimentation avec mes enfants par exemple. Voilà, question ouverte. Hein. Je pense qu'il faut être un peu vigilant sur déjà nos propres émotions. Pour pouvoir vraiment être au clair aussi avec ce que l'on peut laisser comme trace, puisque nous-mêmes, nous avons été aussi impactés par les injonctions, des fois inconscientes et des fois tout à fait conscientes de nos parents, pour essayer d'éviter évidemment au mieux que l'on peut ces espèces de répétitions, pour pas non plus engendrer aussi des complications. Après, il n'y a pas de clé idéale. Hein. Les choses soient claires. Il y a pas, quand on est parent de plusieurs enfants, on le voit bien. Les enfants, évidemment, arrivent avec leur personnalité. Je l'ai déjà dit en début. Ceux qui arrivent un peu plus tard dans la vidéo, vous pourrez regarder. C'est évident que chacun des enfants a une personnalité qui lui est propre. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, quoi qu'il se passe, il aura aussi sa propre histoire à vivre et tout ce que je vais vivre moi en tant que parent n'aura pas nécessairement d'impact puisque sur les 3, 4 ou 5 enfants ou 2 enfants que j'aurais pu donner une éducation relativement semblable, même si j'évolue au fur et à mesure de l'être, que je prenne constance, à moins qu'il y ait vraiment un gap à 180 degrés entre la maman que j'ai été à 30 ans et la maman que j'ai été à 33 ans. Enfin, en général, en 2-3 ans, c'est quand même rare qu'on soit complètement à l'ouest, mais sachez quand même que sur une fratrie, puisque j'ai cette expérience de maman, donc voilà, mes enfants ont actuellement 18 ans et 28 ans, chaque enfant racontera l'histoire du parent qu'il a eu avec une version, je dirais pas complètement diamétralement opposée, il ne faut pas exagérer, mais malgré tout, il y a quand même des personnalités différentes, donc forcément ils auront une façon d'être impactés par l'émotionnel du parent, rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a un qui peut être extrêmement affecté, perturbé, et il y en a un sur qui ça va glisser parce que ça n'aura pas d'impact. Et donc, voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment de se sécuriser, de se calmer par rapport à ça, et en même temps d'être aussi, tout à l'inverse, extrêmement vigilant. Donc, s'il n'y a pas une vigilance de chaque instant, alors on peut lire, voilà, Marshall Rosenberg sur aussi sur la communication non violente. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut mettre en place. Bien sûr, vous êtes déjà au courant de plein de choses et je ne vais pas faire de tips, leçons de morale sur comment éduquer un enfant parce que ça me paraîtrait quand même extrêmement déplacé. Mais voilà, juste être extrêmement vigilant malgré tout, d'être quand même conscient. Et conscience, c'est de la vigilance pour moi. C'est aussi du discernement entre moi en tant qu'adulte et moi en tant qu'enfant à l'intérieur blessé qui des fois réplique aussi des choses qui ont été extrêmement choquantes ou perturbantes dans ma vie d'enfant qui a pris ce corps d'adulte après. Et bien sûr, quand j'ai cette charge d'âme et ce rôle d'éducateur, puisque j'ai toujours dit, moi j'éduque mes enfants, mais mes enfants m'élèvent, c'est-à-dire m'élèvent dans le sens de grandir au niveau de l'âme. Hein, c'est vraiment eux qui m'ont élevée. Et je ne les ai pas élevés, je les ai éduqués. C'est-à-dire l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un tuteur, en fait. Hein. Je vous pense vraiment comme une plante. Hein. C'est-à-dire que j'ai été le tuteur de mes 3 enfants. Mais ils se sont élevés tout seuls, d'une certaine façon, parce qu'ils ont leur chemin d'âme. Et je n'ai pas interféré là-dedans. Par contre, je les ai éduqués avec, effectivement, ce cadre. Voilà. Mais j'ai été évidemment extrêmement maladroite. J'ai aussi demandé pardon. J'ai beaucoup parlé avec mes enfants. Et pardon, des fois, à l'âge de 6 ans, hein, j'ai aussi des prises de conscience très fortes, notamment avec ma fille, à qui j'ai confié des choses extrêmement intimes de ma perception et de mes errances
d'attitude que j'avais pu avoir avec elle, parce que moi-même, j'étais pas complètement en phase avec des parties de moi qui étaient blessées encore et que je soit reprochais, soit interprétait, qui fait que ça avait une incidence, bien sûr, sur certainement une des parties de mes comportements. Alors, c'est pas en totalité, mais il y a des parties de soi, des fois, qu'il faut des fois les sonder pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe là avec tel enfant? Pourquoi il y a cette réplique-là? Pourquoi ça me sensibilise autant? Pourquoi, quand il me dit ça ou quand elle me fait ça, ou qu'il me dit ça ou qu'il me fait ça, est-ce que c'est véritablement contre moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, c'est parler de discernement et c'est pas une psychothérapie, mais n'empêche que c'est quand même le vivier de là où, à mon sens, j'ai le plus appris dans la vie, c'est vraiment en étant maman. C'est vraiment dans cette élévation d'âme que j'ai eue grâce à la maternité entre mes 29 ans et là voilà, l'âge que j'ai. Et donc, c'est vraiment. Alors, on parle du couple. Évidemment, le couple est un vivier exceptionnel pour apprendre sur soi, puisque c'est 1 plus 1. Mais là, quand c'est 1 plus 1 égale 3 égale 5 égale plus, là, je veux dire que là, on fait des bons, on fait des gaps sur le plan de la psychothérapie et on n'a pas besoin d'aller dans un ashram pour aller comprendre le cul, que quoi ou dans quelle étagère. Hein. On est hyper incarné et c'est concret. Je veux dire, les enfants, ils vous mettent en pleine face vos propres ou mes propres troubles émotionnels. Et donc, ce déséquilibre-là, il est vraiment en effet de miroir, multiplié par le compagnon plus les enfants, qui sont vraiment là pour témoigner avec beaucoup de bienveillance, puisque les enfants ne sont pas là pour nous juger. Ils nous aiment inconditionnellement. Même les enfants battus, martyrisés, aiment leurs parents. Donc de toute façon, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire, je suis en train de vous dire, battez-les, ils vont vous aimer. Hein. C'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on fait des erreurs, hein, mais les enfants sont là vraiment pour nous accompagner et aussi, comme je le disais en tout début, voilà, ils sont bienveillants. Ils sont conciliants et souvent ils ont aussi des fois envie d'être nos propres parents quand on se comporte comme des enfants. Voilà, donc on peut avoir des corps d'adultes, on peut être des adultes, mais on peut être des grands enfants dans ces corps d'adultes. Donc ça n'est pas à nos enfants de nous protéger, ça n'est pas à nos enfants de nous porter, ça n'est pas à nos enfants de nous consoler. Et tant et si bien qu'on peut évidemment se consoler, mais je veux dire, on n'a pas à demander à nos enfants de prendre ce rôle-là. À mon sens, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, c'est trop lourd pour un enfant. L'enfant doit être un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. Et nos enfants resteront nos enfants, même si on a 80 ans, nos enfants ont 50, hein, on est d'accord. Donc on n'a pas à faire porter notre histoire, nos peines, etc. On partage, on comprend, on peut voilà, communiquer, mais je veux dire, on n'a pas à être des enfants et se faire prendre en charge par nos enfants. Il y a quelque chose qui dysfonctionne pour moi. Il y a quelque chose au niveau de la généalogie qui ne peut pas fonctionner. Hein, on n'est pas les sauveteurs de nos parents. Ils sont là pour nous élever, mais nous, on est là pour les accompagner, pour qu'ils soient des êtres libres. Et c'est pas à eux de nous libérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est compliqué, hein, et pourtant on se libère et on grandit, mais ça n'est pas une injonction. Ça se fait parce que ça doit se faire. Mais c'est pas leur travail, entre guillemets. Hein. Nous, on doit faire notre travail en tant qu'adultes aussi. Alors Céline, tu me dis, est-ce que Walnut peut aussi contribuer au soutien face à l'environnement anxiogène, mais bien sûr qui entoure l'enfant de l'école et partout ailleurs. Dis-toi Céline que Walnut, c'est vraiment la fleur de la protection et de la constance. Donc quoi que l'enfant puisse vivre, je suis en train de la rechercher mais je ne la trouve pas. Oui, de toute façon, ça lui permettra d'être... De ne pas se laisser envahir par ce qu'il ressent, par par toutes. Alors, cette fleur déjà, elle est dans la famille émotionnelle. Bach l'a classifiée dans la famille de l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Donc, tu vois que ça parle déjà bien de la fleur. C'est la fleur de la noix, hein, walnut. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, toi, je sais que tu es une globe trotteuse, plus que bilingue. Donc je sais que walnut, tu sais ce que c'est, mais pas toujours. Moi, quand j'ai découvert les fleurs, je ne savais pas que walnut c'était de la noix. Donc je préfère le dire. Donc walnut s'adresse du coup à ces personnes, et quand on voit la noix, ces personnes qui ont besoin justement d'être protégées comme dans une coquille en bois. Tu vois qu'il y a ce côté
je, alors ça va pas être une coquille en noix, en bois de noyer qui va vraiment ne plus filtrer rien, parce que bien sûr on reste des êtres sensibles, mais Bach parle de cette hypersensibilité qui fait que normalement on ne devrait pas changer d'avis, changer de point de vue ou être complètement perturbé au point de changer même vraiment de comportement ou d'état d'esprit. Walnut apporte cette constance parce que dans les moments où on a décidé de faire quelque chose, où on sait ce qu'on est, où on sait où on va, où on sait ce que l'on doit faire ou se comporter, et bien dans ces moments-là, justement, tu parles de par exemple l'environnement scolaire, ou évidemment sociétal ou sanitaire actuellement, eh bien cet enfant-là ou cet adulte-là pourra traverser cette période de vie avec constance et protection. Ce qui veut dire que rien ne sera atteignable pour lui. Il restera, sa personnalité restera telle qu'elle est et il n'aura pas à être influencé et impacté par tout ce qui se passe. Voilà. Donc c'est évidemment une fleur qu'on a tous à prendre évidemment en tant que parents et en tant qu'enfant évidemment parce que des fois même dans la fratrie, si un enfant arrive avec une problématique émotionnelle, un chagrin d'amour, des histoires de drogue, un copain qui est décédé, qui s'est suicidé, une petite copine qui a déménagé, la maîtresse qui est enceinte et que je ne reverrai plus et que je fais des chagrins, etc. Et que je ne peux plus dormir. Peu importe, on s'en fiche du contexte. Ben évidemment, dans la fratrie, ça peut aussi impacter les frères et les sœurs. Donc ça veut dire que c'est pas que l'enfant qui est impacté par la société qui est méchante, etc., ou l'école. Il y a des moments où on est impacté par l'émotionnel de ce que vit l'autre aussi. Donc dans la fratrie, on peut tous des fois prendre du walnut. Si on sent qu'on est vraiment chahuté, perturbé, et ben oui, prenons tout du walnut. Je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, de toute façon, je pourrais parler pendant des heures par rapport à ça, mais est-ce que vous avez des... Alors, je parlais, oui, du corps tout à l'heure, par exemple, à l'image du corps, je pensais à Crab Apple, hein, c'est la fleur de meilleure image de soi, voilà, c'est la fleur de cette personne qui va être aussi très attachée aux détails et tout ce qui est propreté, netteté, etc., et qui va être des fois trop focus sur tout ce qu'il faut ranger, nettoyer, ou que ça dégoûte, etc. Des fois, ça va aussi avoir un impact émotionnel sur nos enfants, parce que on a besoin aussi de retrouver cet état d'équilibre pour être en paix aussi avec nos enfants. Si on parle de ça, bien sûr, sur les microbes, pour pouvoir aussi calmer nos esprits par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si vous avez des choses à partager ou des envies. Je vais peut-être conclure si c'est terminé pour chacun. Ça fait 42 minutes, c'est déjà pas mal. Hein, presque 50, même je dirais 50 minutes. Écoutez, la semaine prochaine, en tout cas, moi j'ai envie de faire un live puisque c'est le jour du 24 décembre. Pour ceux qui seront seuls pour ce soir-là, qui ont envie de faire le réveillon, alors ce sera du 1 heure, hein, mais voilà, j'aurai aussi le live pour préparer cette fête au mieux aussi émotionnellement avec les fleurs de Bach. Pour la compréhension aussi de ceux qui n'auront peut-être pas la possibilité, bien sûr, soit de joindre leur famille, leurs amis, leurs proches, et qui sont peut-être seuls justement cette soirée-là. Donc voilà, c'est une proposition pour vivre aussi cet instant peut-être de recueil aussi et de peut-être redonner du sens à Noël dans cette partie de nous-mêmes la plus intime qui est notre âme, pour pouvoir se reconnecter à elle aussi et être dans cet accueil qui n'est pas forcément dans la consommation et dans la surabondance de tout, de la nourriture, des cadeaux, etc. Et peut-être ce temps de retraite justement pour pouvoir accueillir aussi cet espace aussi pour écouter notre âme et être à l'écoute de cette musique qu'elle nous chante et qu'elle nous murmure à l'oreille. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. Merci d'avoir été présent, merci d'écouter pour ceux qui vont la lire et la voir plus tard. À bientôt. Merci, au revoir.